Bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'or connaît une véritable ascension, un véritable boom grâce aux performances d'une poignée de multinationales qui se partagent le marché. La production d'or est passée de 24 tonnes en 2018 à plus de 32 tonnes en 2019 dans le pays et elle continue de grimper, soit une hausse de 34%. Les recettes fiscales liées à l'exploitation de l'or ont aussi augmenté, passant de 56 milliards à 65 milliards de francs CFA, mais l'orpaillage clandestin en plein essor également crée un manque à gagner pour l'État. À combien s'évalue ce manque à gagner? Quelles en sont les causes? Les causes donc de l'orpaillage illégal, les conséquences et quelles solutions à ce phénomène? C'est le sujet de notre débat de ce soir et pour le mener, je serai avec 4 invités durant ces 90 minutes. Le directeur général des mines et de la géologie est avec nous, Monsieur Ibrahim Koulibaly, pour le compte du ministère des Mines. Le directeur général du développement durable est aussi avec nous, Monsieur Nguessan Kofi Rodrigue, représentant donc le ministère de l'Agriculture. Monsieur Ossé Yapo Bernard, lui, est sous-directeur du SIAPOL. Bienvenue, Monsieur le directeur, représentant donc du ministère de l'Environnement. Et puis notre quatrième débatteur est le président du syndicat national des agriculteurs miniers, Monsieur Fani Idrissa. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, messieurs, que nous suivions cet élément que nous propose Astou Touré. Des trous béants, des conditions de travail précaires, des abris de fortune, bienvenue dans l'environnement des orpailleurs clandestins. Ici, la poussière se lit sur les visages. Les sites d'orpaillage clandestin sont une sorte de Far West où des centaines de personnes affluent à la recherche du jackpot. Souvent, on gagne un peu, souvent aussi là, ça aide sur nous. Mais on fait comment? Souvent, la famille aussi est là pour les aider souvent. Si tu as travaillé dans la semaine, même là, même si tu as trop gagné, tu peux gagner au moins 20 000. Si tu as trop gagné, tu peux gagner 15 000, tu as trop gagné. Dans 15 000 aussi, tu peux enlever. La maison que tu loues aussi pour dormir dedans, tu peux payer la maison aussi, pour donner payer la famille aussi. Sur ces sites, la sécurité est sommaire, le danger est permanent. Mais qu'importe, face aux pépites d'or, pas question de penser au risque. Il y a les criseurs et puis il y a les calais. Les calais là, ils sont spéciaux pour ça. C'est-à-dire les calais, c'est des messieurs, c'est eux qui calent, c'est eux qui prennent le bois là. C'est eux qui prennent le bois là. C'est-à-dire ils donnent mesure en coupe. Et il descend, c'est eux qui savent comment placer le bois là. Nous on peut creuser, mais si ce n'est pas les calais là, nous on ne sait pas placer les bois. Bon, c'est Dieu seulement qui peut te sauver là en tout cas, mais avec l'intelligence que nous on mène, avec nos problèmes de bois là, on a confiance à ça. Tant que ton jour là, c'est pas arrivé là, c'est que tu ne peux pas rester dedans en tout cas. Au-dessus de ces trous de moins d'1 mètre de longueur et à peine 70 cm de largeur, une corde attachée à une poulie permet de remonter les cailloux. À plus de 20 mètres sous terre, les conditions sont pénibles. On arrive à peine à respirer. Face à la situation, les orpailleurs ne manquent pas d'idées. C'est facile de descendre? Non, pas facile. Vois comment je respire. Pas facile dedans. Non, le dedans seulement on n'arrive pas à respirer. C'est difficile, tu vois le ventre avec qu'on a mis. Pour que le vent descende un peu et que ce soit un peu de travail. Dans la région de la Nawa, l'orpaillage clandestin a pignon sur rue. Cette exploitation illégale des sous-sols cause de nombreux dégâts environnementaux et a des conséquences sur les populations, en particulier les plus jeunes. Dans cette région, des champs de cacao détruits au profit du précieux minerai. Le décor est triste à voir. Ce sont de gros trous en pleine forêt de cacao. Les clandestins sont passés par là. Ici, on laissé de gros trous qui ne sont pas refermés. Comme vous le constatez avec moi, l'impact environnemental est visible.
Les sites d'orpaillage sont de véritables gruyères où les éboulements sont réguliers, les tensions aussi. Dans les entrailles de la terre, à la recherche du bon filon, ils creusent à coups de pioche et de houe, rampant à la lueur de la lampe. Ensuite, ils pilent et lavent pour ressortir le précieux métal. Rien n'arrête ces chercheurs intrépides. Bon, nous creusons avec les dabas, les houes, c'est comme ça nous aidons, puisque nous n'avons pas de moyens pour moderniser, c'est pourquoi nous faisons ça de façon traditionnelle. Ça crée souvent des désagréments, mais néanmoins nous passons de temps en temps pour voir comment ça se passe, à quel niveau les trous sont, et nous essayons même de chasser même les enfants pour ne pas qu'ils viennent ici pour nous créer du danger. La région du Béret n'échappe pas aux réalités de l'orpaillage clandestin. À environ 20 km de Dianra, dans les champs à Lokolo précisément, le décor laisse entrevoir un tombeau à ciel ouvert. Les corps habillés ils viennent nous chasser souvent parce qu'ils disent que c'est illégal, bon, de la manière d'exploiter la terre de cette façon. Nous n'autorisons pas, vraiment, ce n'est pas prudent. Nous, le savons, ce n'est pas prudent, mais néanmoins, c'est la propriété que nous le conduisons à le faire. Nos attentes, c'est de dire à l'État de moderniser notre travail pour que les jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail, puissent bénéficier pour écarter un peu notre pauvreté. Zone à forte production cotonnière et d'anacarde, les cultures de rente sont fortement menacées, voire délaissées face à l'orpaillage qui gagne du terrain. L'anacarde aussi, cette année, l'Afrique va bien produire. Avant, on avait l'air sur le coton. Aujourd'hui, dans le village, par exemple, mon OPA, on a au moins 85 producteurs. Mais si j'ai trouvé cette année, la paix, c'est 20 personnes. Les autres là, paf, sont en train de partir, aller dans l'eau. Pour pouvoir les calmer, on n'a qu'une solution. Vous voyez le conteneur qui est garé. Ils ont déposé avant-hier. On a été obligé de casser le tas de coton, sécher encore des plus. Ça va perdre de poids. Ce qui a fait aujourd'hui que le coton qui est derrière moi, paf, tout est gâté. Pour ressortir l'éclat de l'or, les orpailleurs ont recours à des produits chimiques non labellisés. L'utilisation non maîtrisée de ces produits a des répercussions sur la santé, le sol, l'eau et l'air. En effet, travailler avec le mercure expose à de graves risques neurologiques et digestifs. Nous ne maîtrisions pas les produits qui sont utilisés dans le domaine de l'orpaillage. Seuls les acteurs, eux seuls, savent ce qu'ils utilisent pour avoir suffisamment de produits d'or. Donc il y a un véritable impact et ça joue sur la santé des populations. Dès lors où ce n'est pas les populations autochtones qui profitent de cela, c'est ça notre souhait le plus absolu. Vous savez que parmi les populations autochtones, il serait difficile que quelqu'un ait suffisamment de moyens pour pouvoir s'octroyer un permis. Donc nous sensibilisons les vrais acteurs qui connaissent l'orpaillage, qui sont ceux de la CEDEAO. Nous les sensibilisons à se mettre en collaboration avec nos enfants pour qu'ils puissent créer des coopératives. C'est pourquoi ceux qui peuvent voler vraiment à notre secours pour que le travail se fasse, ce serait quelque chose de bien pour nous. Et puis aussi, il faut dire que ce sont des terrains qui sont protégés par la Source des Mines, c'est-à-dire par l'État de Côte d'Ivoire. Mais vu les difficultés de vie en ce milieu rural, il serait bien de faire quelques ouvertures pour que ces villages-là, on puisse les organiser en coopérative et qu'ils puissent bénéficier plus ou moins pour que les enfants puissent rester à l'école. Sinon, c'est une véritable difficulté. Le sous-sol ivoirien regorge d'importants minéraux en ressources énergétiques. Le pays dispose de gisements d'or, de fer, de nickel, de bauxite, de manganèse, de pétrole, de gaz et bien d'autres ressources. Le secteur minier est le deuxième pilier de l'économie nationale. Ce secteur pourrait ravir la première place si toutefois l'État arrivait à bout de l'orpaillage clandestin qui entraîne d'importantes pertes. En effet, entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre près de 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire.
Pour endiguer ce phénomène en pleine expansion, le gouvernement a pris la décision en 2014 de fermer immédiatement tous les sites illégaux. Une brigade de répression a également été mise en place à travers le Conseil spécial de lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire, JS-Loi. C'est dans ce contexte de répression intensive et nécessaire qu'a été créé en août 2020 le syndicat national des agriculteurs miniers, SINAMICI. Depuis sa création, ce syndicat citoyen s'est donné comme objectif de contribuer à la lutte contre l'orpaillage auprès de l'État et favoriser l'adoption de meilleures conditions légales et structurelles pour l'essor de l'orpaillage artisanal et semi-industriel légaux. Pour cela, l'association mène de nombreuses actions de sensibilisation sur le terrain. Sortir de la clandestinité en légalisant ses activités d'orpaillage par l'obtention de permis d'exploitation, c'est le souhait de ces agriculteurs miniers. Merci à vous, Astou Touré qui a donc pu visiter quelques sites d'orpaillage illégal dans les régions de la Nawa et du Béré. Messieurs, merci encore d'avoir pu effectuer le déplacement. Alors, quand vous regardez ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, Monsieur Oseyapo? Merci, Monsieur Hamza. Je voudrais, avant tout propos, remercier la RTI au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis. Et je voudrais rappeler à toute fin utile que le ministère de l'Environnement, déjà, dans cette semaine, a changé un peu la couleur des temps parce que nous sommes dans la cunette 2022, c'est-à-dire la quinzaine nationale de l'environnement qui a été lancée déjà depuis le vendredi dernier, le vendredi 3 juin, par M. le ministre de l'Environnement, et sous le sceau de l'engagement. Sous le sceau de l'engagement. Et le thème de cette année porte sur notre terre, notre futur. Et je crois que c'est à dessein. Et donc l'engagement de la cunette 2022 vise à faire en sorte que les recommandations de la COP 15 sur la lutte contre la dégradation des sols, si vous voulez, des terres, qui s'est tenue à Abidjan du 9 au 20 mai dernier, soient mieux connues des populations. Et ces recommandations soient mieux connues des populations pour une entière appropriation et que les actions de sensibilisation se rapprochent au mieux des populations pour qu'elles comprennent l'intérêt de l'environnement, l'intérêt de la protection des sols. Donc, lorsque nous voyons ces images, qui sont des images de dégradation du sol, je pense que nous sommes de plein pied dans la quinzaine de l'environnement, mais aussi des recommandations de la COP 15. C'est en cela que nous voulons vraiment vous dire merci d'avoir invité le ministère de l'Environnement à prendre part à cette discussion. Et vous êtes sous-directeur du SIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Oui. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Quel est le rôle du SIAPOL? Le rôle du SIAPOL, le SIAPOL, je dirais que c'est le policier du ministère de l'Environnement parce que nous luttons contre la pollution. Nous luttons contre toutes les actions dégradantes de l'environnement. Donc, nous faisons l'évaluation des nuisances environnementales et nous apportons aussi des solutions. Les solutions sont proposées à l'État qui apporte donc des solutions adaptées donc, à des problèmes de nuisances environnementales. Qu'on se souvient du Pobo-Kuala, le SIAPOL du versement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, le SIAPOL était au premier plan de l'évaluation, mais jusqu'à la restauration des terres qui ont été impactées par les déchets toxiques. Donc vous voyez un peu tout le prolongement de notre action dans le domaine de l'environnement. Donc nous faisons de la veille environnementale et la question de l'orpaillage, je voulais le rappeler à toute fin utile, qu'elle a été l'un des éléments premiers en 2013 et c'est le Centre ivoirien anti-pollution qui a été le premier sur les sites d'orpaillage parce que interpellé par une certaine communauté pour dire attention, l'agriculture, le cacao, la cacao-culture risque d'être menacée par la question de l'orpaillage. Et le SIAPOL a sillonné toutes les régions qui étaient impactées en son temps par l'orpaillage, la question de l'orpaillage. Nous avons fait produire un communiqué en Conseil des ministres, communication en Conseil des ministres, qui a servi, si vous voulez, de boussole de lutte, des premières luttes de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. De l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que vous êtes donc la structure technique du ministère de l'Environnement. Alors, je vais me tourner vers le ministère de l'Agriculture qui nous a envoyé M. Nguessan Kofi Rodrigue. Alors, dites-nous, au vu de ces images, qu'est-ce que cela vous inspire? Ces images, je pense interpellent tout citoyen ivoirien. Et nous pensons qu'elles viennent vraiment en écho à la lutte
que nous menons, à la sensibilisation que nous menons auprès des agriculteurs pour les amener à ne pas répondre favorablement aux sirènes de l'orpaillage clandestin, mais à vraiment persister dans la pratique agricole, qui est vraiment une pratique vraiment plus durable et plus protectrice de l'environnement que ce que nous avons eu à voir dans ces images. Et c'est cela votre rôle, vous, au ministère de l'Agriculture, vous qui êtes directeur général du développement rural. Oui. C'est cela? Oui, effectivement, au sein du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du développement rural, notre département en charge plusieurs thématiques, à commencer par la question foncière. On voit que le sujet du jour nous interpelle à ce niveau, puisque nous voyons les dégradations qui sont faites sur le foncier rural. Nous intervenons également en relation avec le ministère en charge de l'environnement sur les questions environnementales dans le domaine agricole. Nous nous occupons de la structuration des filières agricoles, mais également nous intervenons dans les aménagements hydro-agricoles, dans les infrastructures de dessert telles que les pistes, la construction de magasins. Voilà, en quelque sorte, notre rôle en termes de politique et d'activité. Merci en tout cas d'avoir pu répondre à notre invitation. Et puis, juste à votre droite, nous avons M. Fani Idrissa, qui est le président donc, du syndicat national des agriculteurs miniers. D'abord, merci à la RTI de nous avoir invités. Il faut dire que la question de l'orpaillage, vraiment, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Parce qu'en fait, c'est maintenant que les Ivoiriens découvrent réellement la qualité de l'or. Et c'est maintenant que les Ivoiriens commencent à s'intéresser à l'or. Et à travers certaines rencontres que nous avons menées dans certains villages, c'était les non-nationaux qui étaient d'abord vraiment impliqués dans cette dégradation. Et aujourd'hui, nous avons vu que les Ivoiriens ont commencé à s'y donner. Donc pour nous, d'abord, c'est quelles sont les causes réelles qui amènent les gens à faire la dégradation des sous-sols sans que... Aujourd'hui, nous parlons de l'orpaillage clandestin. C'est parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de l'État pour pouvoir faire l'extraction. Mais quand bien même ils pourront en vouloir, en demandant ces permis, c'est dur de pouvoir avoir le permis d'extraction. D'accord. Vous, en tant que syndicat des agriculteurs miniers, c'est quoi votre rôle? Bon, d'abord, nous sensibilisons. Qui? La population agricole. D'accord. Moi-même, je suis agriculteur, donc je sensibilise d'abord les agriculteurs. Parce que ce sont les premiers tuteurs... À ne pas délaisser leur secteur. Non, ça d'abord, à ne même pas permettre la dégradation massive des sols. Donc, il faut qu'ils évitent de donner à tout bout de champ les plantations, les terres, pour qu'on puisse faire l'extraction illégale. Mais en même temps, nous leur disons que, si vous êtes sûr que réellement il y a de l'or, alors... nous vous demandons de ne plus céder à des clandestins, mais de vous mettre ensemble, de vous organiser de la même manière que les coopératives au niveau de l'agriculture se font, de mettre aussi des agriculteurs miniers ensemble, afin qu'ils puissent demander à l'État les sols, pour que les sous-sols, bien sûr, afin de pouvoir avoir l'autorisation pour faire l'extraction. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous sommes là-dessus. Vous êtes donc un peu la courroie entre les agriculteurs et l'État. Nous essayons. Vous essayez, par la sensibilisation. Yes. Et puis notre quatrième invité, monsieur le directeur général des mines, monsieur Koulibaly. Alors, on vient de voir des images que nous a proposées Astou Touré, que vous devez connaître, hein, vous êtes toujours sur le terrain, vous voyez cela presque tous les jours. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir le sol dans la Nawa ou dans le Béré en train d'être autant dégradé? Merci, M. Diaby. Avant tout propos, j'aimerais également, au nom de M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, vous transmettre notre gratitude pour cette invitation qui a été faite à notre ministère pour nous permettre de communiquer avec les Ivoiriens, de parler de ce fléau que représente donc l'orpaillage illégal. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, ces images, nous sommes habitués à voir ce genre d'images depuis bientôt, on va dire, quelques années. Et il n'y a pas de mots pour qualifier
l'émotion qui nous étreint en ce moment. Nous sommes affligés à chaque fois que nous voyons ce genre d'image-là. C'est tout ce que je peux dire. C'est déplorable. En tant que ministère des Mines, ce n'est pas ce que nous promouvons. Voilà. Le ministère des Mines est là pour faire la promotion plutôt d'une industrie minière responsable, qui respecte l'environnement, qui protège l'environnement, qui préserve donc l'avenir des générations futures. Et vous allez garder la parole. Hein. L'orpaillage, vous allez déjà nous le définir. Qu'est-ce que c'est l'orpaillage? Avant de parler de l'orpaillage illégal, à quel moment il va devenir illégal, on va le voir. Mais l'orpaillage en lui-même, qu'est-ce que c'est? Alors, M. Diaby, l'orpaillage, pour le définir de façon basique, hein, je dirais que c'est l'activité qui consiste à extraire l'or du sol en utilisant des méthodes artisanales. En réalité, le terme orpaillage est quelque peu galvaudé. Le terme qui s'y est, c'est plutôt l'artisanat minier. Alors, le terme consacré, c'est plutôt l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, l'EMAP. De façon académique, c'est ce terme-là qui est donc accepté. D'accord. Alors, donc, par extrapolation, on parle aujourd'hui d'orpaillage. Bon, on va glisser sur le volet illégal, clandestin et tout cela. Sinon, à la base, c'est cela. Minière à petite échelle. Voilà. Voilà ce qu'on devrait dire. D'accord. Artisanat minier. Artisanat, d'accord. Et à quel moment il devient clandestin? Il devient illégal? Alors, il est illégal à partir du moment où l'activité est menée en dehors de toute autorisation du ministère en charge des mines. Parce qu'il faut savoir que cette activité-là est prévue par la réglementation minière. Voilà. Donc la réglementation minière a prévu que l'activité d'exploitation minière artisanale puisse se dérouler, mais dans des conditions précises. D'accord. On pourra en revenir. D'accord. Monsieur le directeur général du développement rural, si vous, en quoi votre ministère est concerné véritablement par cette activité? Oui, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture. Oui, le ministère est concerné à plus d'un chef, puisque, comme nous l'avons vu dans l'élément, nous voyons la destruction des plantations. Mais il n'y a pas que la destruction des plantations. Quand on parle de destruction des plantations, c'est également des pertes de revenus, aussi bien pour l'État que pour les populations. Mais ce qu'il faut également signaler, c'est que cette activité est à risque pour l'agriculteur et sa famille. Les trous que nous avons vus peuvent causer des accidents et l'usage du mercure, du cyanure également, sont des polluants à métaux lourds qui peuvent entraîner des maladies et voire même mort d'homme. Il y a également la question sécuritaire qui est posée dans les zones d'orpaillage illégal. Vous savez, là où il y a beaucoup d'argent, cela attire les bandits de tout acabit. Et nos producteurs sont souvent en insécurité du fait de ces activités, puisqu'elles ne sont pas encadrées. Il n'y a pas de suivi qu'on appelle de la part de l'État, puisque ce sont des activités illégales. Donc, je dirais que l'agriculture est victime de l'orpaillage illégal. Et ça m'amène à vous demander, hein, on va en venir aux causes de cet orpaillage clandestin. Est-ce que c'est pas un peu favorisé par la mévente des produits agricoles? Un petit peu quand même. Oui, on peut le dire. C'est la raison pour laquelle au sein du ministère de l'Agriculture, qui est dirigé par M. Kobena Kwasi Adjoumani, nous battons pour que le prix des matières premières agricoles soit toujours soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. Même lorsque les cours mondiaux baissent, nous faisons en sorte, avec l'appui du président de la République, que effectivement des appuis, des subventions soient apportés. Là, on parle des produits agricoles traditionnels, hein, oui. Le cacao, le café, etc. C'est cela? Effectivement, oui. D'accord. Monsieur le directeur général, oui. C'est quoi les causes? D'où ça part? Quelles sont les origines de l'orpaillage illégal?
Alors, je vais vous demander de m'accorder un temps suffisant pour développer cet aspect-là. Alors, historiquement, l'orpaillage illégal tire son origine de la période, la décennie de crise que le pays a connue. La décennie, on va dire, 2000 à 2010. Alors, pendant cette période-là, le pays, comme vous le savez, a été confronté à des défis importants. Et donc, le pays a été divisé à un moment donné, avec absence de l'administration dans la partie septentrionale. Et malheureusement, cette période a également coïncidé avec une flambée, une sorte de hausse des prix de l'or sur les marchés internationaux. Donc, créant ainsi le terreau fertile pour le développement de cette activité-là de façon anarchique, avec donc la ruée, comme on le dit couramment, la ruée vers l'or. Donc, voilà un peu, si on veut voir les causes, on va dire lointaines, voilà, de ce fléau-là, de ce phénomène. Voilà un peu ce que je peux dire, Monsieur Diaby. D'accord. Est-ce que mais ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui? Oui. Beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce qu'il explique, à votre avis? C'est pourquoi j'ai dit cause, j'ai parlé de causes lointaines. Voilà. Maintenant, donc, les causes les plus proches. Avec maintenant le retour à la normalité dans notre pays, le phénomène avait déjà pris le temps de s'ancrer. C'est ça. Donc, tout le reste, on parle maintenant des conséquences, enfin des causes liées, pardon, au fait que les prix continuent de grimper. Les prix continuent de se maintenir de l'or à des niveaux assez attrayants. Il y a bien entendu le fait qu'aujourd'hui, on demande aux orpailleurs de venir, de rentrer, comme on le dit, dans la République. Beaucoup sont réticents. Ils ont cette perception-là que l'obtention des autorisations est, on va dire, compliquée. Je le dis bien, c'est une perception. J'ai entendu tout à l'heure. Nous allons y revenir. On va y revenir, mais c'est un peu cela pour moi, les causes. D'accord. Et à votre avis, c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, agriculteurs, vous, ou les populations, les jeunes des villages, à pratiquer ce phénomène, cet orpaillage illégal? D'abord, je voudrais que les gens comprennent que c'est difficile dans les contrées. Dans nos villages, aujourd'hui, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Ben, les produits, la mévente des produits, je vais prendre la filière même de l'anacade. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était une catastrophe parce que les produits ont été donnés à ces mêmes grands opérateurs qui n'ont pas payé. Il y a d'autres jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas reçu leur argent. Donc, ils ont peur aujourd'hui de vendre. Aujourd'hui, les produits, quand le planteur même il le cueille, il le met dans la maison. Ça gâte la qualité. Je prends par exemple aussi le secteur du café cacao. Moi, je ne rentre pas dans trop de détails, mais je dis en réalité, pour nous qui allons sur le terrain, qui rencontrons les paysans, qui échangeons avec eux, nous constatons que le quotidien du temps d'Oufoué, à maintenant, c'est le jour et la nuit. À quel niveau? À tous les niveaux. Le planteur, à la rentrée, il pouvait subvenir aux besoins, aux frais scolaires de ses enfants et autres. Aujourd'hui, là, il ne vit que de crédit. Il y a des personnes qui viennent. Moi, je prends par exemple quelqu'un qui vient, il voit sa plantation. Il se lève, il dit, ah, je sais qu'il y a de l'or là. Tiens, 1 million, laisse-moi faire l'extraction. Mais il n'a pas les moyens de mettre ses enfants à l'école. Il fait quoi? Il cède. C'est un peu cela. C'est un peu, en fait, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons, le chef de l'État a décidé que vraiment cette histoire d'orpaillage clandestin s'arrête. Je peux dire qu'aujourd'hui, avec la création de la brigade GS-Loi, il y a eu une amélioration. Mais la répression ne peut pas à elle seule résoudre un problème. D'accord, on va y revenir. Monsieur le directeur général voudrait dire quelque chose? Oui, je voulais juste compléter ce que j'ai dit tantôt. D'accord. Au niveau des causes. Je voulais ajouter qu'il faut savoir que dans le milieu, dans nos contrées, parce que l'activité d'orpaillage, elle se déroule généralement dans les zones rurales. Et vous voyez le niveau de paupérisation de nos populations. Tout cela favorise donc l'orpaillage clandestin parce que c'est un domaine dans lequel l'argent circule facilement. Et comme je l'ai dit, les cours étant très hauts, tout cela favorise donc. On parle aujourd'hui de 35, 36, 38 000 francs le gramme. Justement, le prix de l'or seulement le ne fait que grimper.
Oui. Aujourd'hui, on est pratiquement à 30 000, 35 000, voire même 40 000 le gramme sur les marchés internationaux. Donc tout cela ça attire beaucoup plus les gens. Oui. En fait, je pense que il faut peut-être nuancer les propos du président des syndicats. Je dirais que, comme on appelle la période où fouet et celle d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque quand on prend le prix de certaines matières premières, elles n'ont jamais connu tel niveau d'achat au kilogramme. Il y a de cela quelques années, le cacao était acheté à 1000 francs le kilogramme. Je pense que la véritable question, c'est l'organisation au niveau des planteurs. C'est à cela qu'il faut travailler pour que véritablement les ressources engrangées puissent véritablement servir le grand nombre. Et c'est un peu là l'objet de notre politique, puisque désormais, nous ne faisons pas uniquement que l'activité agricole, on parle aujourd'hui de développement rural, de pistes, d'accès pour pouvoir faciliter d'autres activités. Donc je pense que c'est tout cela qui procède à l'environnement rural pour que l'économie rurale puisse se développer. Est-ce que le chômage n'est pas aussi à la base de cela? Beaucoup de jeunes disent qu'ils sont au chômage, ils se cherchent. Oui, allez-y, M. Oseyapo. Oui, bien avant de répondre à cette question, et pour voir la question de l'orpaillage. L'orpaillage ne date pas de maintenant. L'orpaillage la recherche de l'or a été faite depuis belle lurette par nos parents, nos anciens. Vous savez que dans notre village, les gens avaient de l'or. Mais d'où est-ce qu'ils détenaient ce or? C'est l'or qui eux-mêmes recherchaient et qu'on retrouvait dans les alluvionnaires, ce sont des pépites que nos parents récoltaient et qui gardaient sur eux. Donc, la question de la collecte de l'or, qu'on peut appeler l'orpaillage, a existé bel et bien. Mais il était encadré, maîtrisé. Pas encadré, maîtrisé. Peut-être pas encore encadré, mais... L'air était un peu interdit dans certaines régions. C'était un tabou. Merci. C'était un tabou dans certaines régions. Et donc, il était défendu d'exploiter l'or. Donc, les gens se sont beaucoup plus occupés de l'agriculture. Et comme on le disait, la Côte d'Ivoire était un pays agricole et tout le monde s'adonnait à l'agriculture. Et comme l'a dit le directeur général tout à l'heure, c'est à la... Je ne sais pas s'il faut dire à la défaveur de la crise que nous avons connue, que cette exploitation anarchique du sous-sol ivoirien est survenue. Et comme il a dit tout à l'heure, elle a été importée dans des pays voisins de la CEDEAO. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, même au niveau du cadrage de tous les artisans miniers, vous aurez tous les statistiques qui vous disent que près de 95% de tous ces artisans miniers sont de la CEDEAO. Des non-nationaux. Voilà, et seulement que 5% d'Ivoiriens s'adonnent à cette question d'orpaillage. Et aujourd'hui, à ce jour, quelqu'un disait tout à l'heure, M. Nguessan peut-être, que les Ivoiriens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui. Ils s'y intéressent maintenant. C'est maintenant que les Ivoiriens arrivent à la question de l'orpaillage. Et maintenant, comme on dit, c'est quoi l'orpaillage clandestin? C'est vrai qu'on dit de l'orpaillage, c'est l'exploitation minière artisanale à petite échelle, mais dans le cadre de l'exploitation de l'or, et que nous appelons l'orpaillage, dans la question de l'or. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'État ayant pris connaissance des dégâts environnementaux générés et même sociaux générés par cette activité au plan national, a décidé de mettre fin, et donc mettre fin aux clandestins. Eh bien, pour pouvoir combattre, pour pouvoir lutter efficacement, il faut peut-être en connaître véritablement les causes. Les causes, oui, les causes sont bien connues. Et c'est vrai, certains éléments des causes ont été cités. La mévente de nos produits, de nos matières premières. Mais aussi, c'est parce que les gens ont découvert l'or. Et l'or dont le prix a vite grimpé. Et c'est ce que le DG a dit tout à l'heure. Le prix est beaucoup plus élevé que les matières premières. Donc, c'est normal que les gens l'or. Est-ce que la recherche de l'or, justement, c'est vrai que les cours sont élevés. Est-ce que l'obtention de l'or que tu vas aller vendre cher, la recherche là, n'est pas plus difficile que la pratique de l'agriculture, simplement, oui, avec les risques qu'on lui connaît et tout ça? Je pense que c'est également l'une des causes, parce que généralement, les populations qui s'adonnent à cette pratique voient le gain.
mais elles ne mesurent pas les risques sur l'environnement, mais surtout sur leur santé. Parce qu'un site pollué aux métaux lourds, c'est qu'on appelle, ce sont les sites qui sont impropres à toute activité d'ordre alimentaire pendant 20 à 30 ans. Donc, quand on pèse, comment on appelle, les conséquences à long terme, je pense que sur les populations avec connaissance de tous ces risques, en tout cas peut-être moins de personnes s'adonneraient à cette activité. Et c'est en cela que vous accentuez la sensibilisation. Monsieur Fane Idrissa. Bien, moi ce que je voulais dire réellement ici, c'est que il serait important que l'État puisse mettre l'accent plus sur la sensibilisation. Parce qu'on ne veut ou pas aujourd'hui, dans toutes les contrées, les gens ont vu la couleur de l'or, ils connaissent la valeur de l'or. Le coût, c'est ceux qui sont les propriétaires de chantiers qui en bénéficient. Sinon, le jeune même qui vient, c'est point 10 000, c'est point 15 000, c'est point 20 000. Par jour. Par jour, qui creuse. Mais celui qui s'enrichit, c'est qui? C'est celui même qui est à la tête. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que nous avions permis d'amener, en sensibilisant les autres non-nationaux à se mettre ensemble aujourd'hui, les Ivoiriens, afin de voir la dangerosité de tout ce qu'il y a. Au colloque que nous avons organisé, nous avons été informés par Siapol d'un nouveau produit qui pouvait lutter contre le cyanure, qu'on pouvait faire. C'est à nous maintenant d'organiser, de rentrer en contact avec le pouvoir. Mais notre véritable problème, nous savons qu'aujourd'hui, les plantations sont menacées. Comment faut-il faire pour que ça ne se dégrade plus? Y a-t-il une technique que nous proposons? Oui, nous demandons aux gens que même si vous voulez céder vos parcelles, arrangez-vous pour que ce ne soit pas toute la plantation. Mais nous, notre problème à nous d'abord, c'est comment amener ces villages à pouvoir bénéficier eux-mêmes de leurs sous-sols. Les grands permis occupent toutes les surfaces, même les villages sont dans des grands permis. Donc ça veut dire que ce sont des villages qui seront appelés, quelle que soit la dégradation qu'il fera disparaître. Donc quelle solution trouver pour que l'Ivoirien même qui est dans le village puisse bénéficier de son sous-sol? C'est ça le directeur général des mines, est-ce que des villages sont sur des parcelles attribuées à des grands exploitants miniers? Alors, sur la question, je dirais oui. Des villages peuvent être effectivement à l'intérieur de zones qui ont fait l'objet d'attribution. Mais il faut mettre un bémol là-dedans. L'activité d'exploitation ne se fait pas dans certaines zones. Le code minier a balisé cela. Il y a ce qu'on appelle des zones d'interdiction. Donc, même si vous avez une autorisation et qu'à l'intérieur, il y a un village, des cimetières, un pont, une route, vous êtes tenu de vous tenir à une distance, on va dire, de sécurité de ces zones-là, qu'on appelle des zones d'interdiction. Donc, monsieur le directeur, moi je valide ce que vous dites, c'est ce que les tests disent. Mais en réalité, dans la pratique, vous allez dans la zone d'Issia, ils ont fait tout. Il y a un grand permis qui a eu son autorisation d'extraction, qui a vidé carrément tout un cimetière. Nous avons des témoignages. Parce que nous, quand nous partons sur les sites, nous partons avec un huissier pour constater. Mais en tant que syndicat des agriculteurs miniers, il faut peut-être faire le retour très rapidement. Non, les DD sont informés de notre mésaventure. Mais il y a certaines zones où nous sommes confrontés à un certain nombre de réalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous arrivons sur le terrain, nous prenons pour des ennemis de la chose. Non. Nous sommes regardants. Moi, je ne rentre pas, je survole un peu. Hein. Moi, je survole, il faut qu'on me permette, qu'on me laisse survoler. Nous demandons à ce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines nous associent à la sensibilisation pour que nous partons vers nos parents. C'est eux. Aujourd'hui, je vais vous dire que nous sommes partis à Soubré. Nous avons été confrontés à une certaine réalité que si je vous dis vous-même, ça vous surprendre. Parce qu'en réalité, les gens s'opposaient à ce que nous arrivions là-bas. Pendant que nos éléments étaient sur la joue... Qui s'opposent? Les orpailleurs clandestins? Ils ne peuvent pas. Ils adhèrent facilement. Qui parce qu'ils s'opposent? savent... Non, moi, ce que je vais vous dire, Monsieur Hamza, moi, je vous dis, on a été obligé d'aller à une réunion avec le préfet qui a fini par comprendre le bien fondé de notre action, qui nous a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand nous venons, que nous adressions à lui pour qu'il nous oriente. Quand bien même qu'au préalable, on avait signé notre ordre de mission, parce qu'à chaque zone où nous partons, nous déposons des ordres de mission.
Nous nous disons que nous venons pour sensibiliser, mais nous venons aussi pour... Quand nous constatons qu'un site est infecté, où les gens sont en train de faire le poignard clandestin, immédiatement nous on saisit geste loi, par géolocalisation, pour qu'ils viennent des choses. Et il peut vous le confirmer, nous avons toujours travaillé comme ça, jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de geste loi jusqu'à là. Mais je vous dis que le problème, c'est la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus des gens quittent la ville pour aller au village aujourd'hui pour faire l'extraction. Pour faire l'extraction. Parce que la pauvreté sévit. D'accord. Nous sommes donc... Maintenant, excusez-moi. Très rapidement. Ce que moi je souhaiterais, c'est qu'au niveau du ministère des Mines, qu'on essaie de voir comment permettre à ce que vraiment ces villages-là puissent avoir l'autorisation et encadrés même par le ministère pour qu'on n'ait pas de débordements et de destructions. D'accord, on va y venir. On va venir aux propositions de solutions. Là, nous sommes dans la deuxième partie, la problématique. Mais avant, monsieur le directeur général, vous aviez quelque chose à dire et ensuite vous allez nous dire où dans ce pays on peut trouver de l'or. Où se trouve l'or? Parce que tout le territoire national est en train d'être creusé, infecté. Est-ce qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir sur un aspect de ce que M. Fanny a dit tout à l'heure. En parlant de cimetière qui a été démantelé, je n'ai pas bien compris. Je voulais juste donner un élément d'appréciation. Nous sommes devant la nation. Il est important d'expliquer comment les choses se passent en réalité sur le terrain. Le rôle du ministère des Mines, c'est de veiller justement à ce qu'il n'y ait pas ce genre de comportement-là. Et en la matière, je le dis, on va vérifier les éléments, mais il est impossible, quasi impossible, pour une entreprise qui est enregistrée, reconnue dans nos fichiers, de se comporter de la sorte. Je le dis parce que c'est une activité qui fait l'objet de suivi minutieux de la part de nos services. Ce n'est pas possible. Si une société se permet d'avoir ce genre de comportement, des sanctions... Je vais remonter avec les éléments de des sanctions sont prévues en la matière. Non, il n'y a pas de problème pour on a une brigade, on est vraiment équipé pour cela. On a filmé, on a pris, ils ont enlevé... D'accord, allez-y. En Côte d'Ivoire, parler de ça. Voilà, donc où trouve-t-on de l'or? Voilà. Maintenant, sur votre question, où est-ce qu'on trouve de l'or? Et vous avez lancé ça un peu comme une boutade pour dire qu'on creuse partout, il y a de l'or partout. Ça, on va dire c'est de l'ignorance. Vous voyez, la plupart des orpailleurs clandestins, je pense qu'ils vont à l'aveuglette. D'accord. Voilà, malheureusement, pour eux, voilà, le sous-sol... Il y a de l'or partout et ils se rendent un peu partout à l'aveuglette. Ils écoutent, c'est du bouche à oreille. On a découvert une pépite quelque part et tout le monde, c'est la ruée. Mais sinon, l'activité doit être menée d'une manière scientifique, organisée. Il faut passer par la recherche d'abord. Et dès qu'on a fait la preuve qu'il y a un gisement qui est économiquement exploitable, on passe à l'étape d'exploitation. Voilà, c'est cela l'activité minière menée de façon responsable. Voilà. Allez-y. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que est-ce qu'on peut faire l'orpaillage un peu partout en Côte d'Ivoire? Ce que nous savons, avec les investigations que nous avons menées, dans les 38 régions de la Côte d'Ivoire, il y a 24 régions dans lesquelles se pratique l'orpaillage, dont la recherche de l'or. D'accord, se pratique l'orpaillage, mais est-ce que ces 24 régions vraiment sont des zones où se trouve véritablement de l'or? Je peux rebondir là-dessus. Nous pensons que si les orpailleurs ne trouvaient pas de l'or, ils n'allaient pas intensifier l'activité dans ces régions. Donc nous pensons, parce que nous ne contrôlons pas le gain, mais ce que nous savons, avec la destruction du couvert végétal, des plantations de café, de cacao, d'anacarde, de coton, ainsi de suite, sur toute la Côte d'Ivoire, se pratique vraiment cette activité d'orpaillage. Donc, dans les 38 régions, nous avons fait le point. Il y a 24 régions où ces activités sont menées et quotidiennement, et cela perdure dans ces 24 régions. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'or. Et pour vous, s'ils insistent, c'est que peut-être qu'il y en a. Voilà. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, s'ils insistent, c'est parce qu'ils n'en trouvent pas et ils espèrent en trouver. Monsieur le directeur général, c'est ce que vous vouliez dire. J'ai lu dans votre pensée. Monsieur le directeur général. Non, d'accord, allez-y, monsieur Fanny. Je peux valider ce qu'il a dit. Parce que moi, pour nous, réellement, qui allons sur le terrain, nous constatons qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Même dans l'eau. Mais pas la même quantité, forcément. Je vous dis qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Regardez la profondeur même des zones qui sont
exploité par les... Parce qu'ils en trouvent à la surface, ils descendent jusqu'en profondeur. Sinon, s'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient en avoir là, ils n'allaient pas creuser. Ou bien, ils n'en trouvent pas. La question n'est pas, forcément vérifiée. Il y a des zones qui tout à l'heure, M. le DG. Il y a des zones qui indiquent qu'il y a de l'or un peu partout en Côte d'Ivoire. Si effectivement, les spécialistes de l'environnement ont décelé 24 régions infectées, moi je peux dire qu'il y en a plus même. Il y en a plus. Mais c'est ceux qui sont superbement infectés là qu'ils ont validés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Côte d'Ivoire, au centre, partout, il y a de l'or. Alors, maintenant, il y a des endroits où on peut trouver les gravés à partir de 5 mètres, de 3 mètres. Il y a d'autres, par contre, on peut trouver en profondeur. Mais il y a de l'or partout. D'accord, monsieur le directeur général. Bon, je ne suis pas géologue, mais je me dis que... Voilà, donc pour être aussi certain de ce que vous dites... La manière traditionnelle, vraiment, nous a toujours appris que on reconnaît la terre où il peut y avoir de l'or. Et comment ça se fait? Eh bien... Comment on sait que, derrière la RTI ici, là, il y a... Non, il n'y a pas. Moi, par exemple, il y a des signes sur la terre, quand je vois, je sais qu'effectivement, dans cette zone, ça peut. Et puis, je vous dis, quand je le dis, je m'arrête, j'étais avec un ami, on était en train de tourner. Je dis, là, quand on voit ça, il peut y avoir de l'or. Il dit, comment ça? Il dit, ben, vous allez voir. J'ai cliqué, j'ai pris la géolocalisation, j'ai envoyé mon géologue, qui a fait. Il a vu un grand permis posé là-dessus. Ah, d'accord. Monsieur le directeur général. Or, en général, où les grands permis accentuent les recherches, c'est que dans la zone... D'accord. Non, je voudrais juste apporter un petit bémol pour dire, lorsqu'on dit qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire, il faut replacer cette assertion-là dans son contexte. C'est vrai, on entend cela souvent, mais c'est pour dire que la Côte d'Ivoire a un potentiel important. Ce qu'on veut dire, la Côte d'Ivoire a un potentiel important en matière d'or. Mais de là à dire qu'il y a de l'or partout systématiquement, il faut faire attention. Voilà, nous sommes devant la nation. Il faut éviter de tenir certains propos Quels qui peuvent sont les risques? Quelles sont les conséquences de l'orpaillage illégal? Vous, c'est l'agriculture. Oui. Je crois que quand un peu là, nous avons donné déjà quelques éléments. On a vu les dégradations sur la terre qui rend impropre la pratique agricole. Il y a également la destruction du couvert forestier. En début d'émission, j'évoquais les risques sur la santé. On voit beaucoup de femmes et parfois même des enfants sur les sites d'orpaillage, alors que le mercure et le cyanure sont des métaux lourds qui peuvent poser des problèmes de stérilité au niveau de la femme, des problèmes neurologiques. Donc, je pense qu'il y a vraiment lieu de lutter contre l'orpaillage clandestin au regard des conséquences que l'orpaillage peut avoir sur nos sociétés. Oui, M. Yapo. Oui, parlant des conséquences, là, je suis très à l'aise pour parler des conséquences de l'orpaillage. D'abord, au plan environnemental. Lorsque nous avons fait donc la communication au Conseil des ministres que nous avons cité, en 2013. 2013, d'ailleurs, au constat 6, nous avons signifié que les impacts de l'orpaillage sur l'environnement sont dramatiques en Côte d'Ivoire. Cette activité contribue à la pollution des sols, de l'air et des cours d'eau. Et ça a été écrit noir sur blanc. Des puits et galeries sont creusés de manière anarchique pour des gisements filoniens, ainsi de suite. Et puis, nous avons écrit aussi que les analyses effectuées par le Centre ivoirien anti-pollution dans les régions de Irié, de Korogo révèlent la présence de résidus de cyanure et d'autres métaux lourds toxiques dans l'environnement, notamment dans les eaux et dans les sédiments. Et mieux, d'autres analyses ont été réalisées dans la chair des poissons provenant du lac de Kossou, échantillonnés sur le marché de Yamoussoukro. Des poissons déjà sur le marché, prêts donc à la consommation. Sur le marché de Yamoussoukro, loin des sites d'orpaillage. Et les résidus montrent la présence de mercure, confirmant ainsi une menace sur la chaîne alimentaire. Et on sait combien le mercure peut être dangereux. Le mercure est très dangereux. Parce que c'est pourquoi on a cité la convention de Minamata. La question de Minamata est liée au mercure. Au Japon. Au Japon, bien sûr.
Et le Minamata, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie du Minamata, la maladie qui est liée qu'on appelle le Minamata, liée au mercure, est une conséquence de l'usage du mercure dans les questions de l'orpaillage. Déjà en 2013, nous avons détecté la présence du mercure dans la chair des poissons à des teneurs, même si elles sont faibles, mais aujourd'hui, avec l'amplification de cette activité d'orpaillage partout en Côte d'Ivoire, si l'usage du mercure est maintenu, ça veut dire que les concentrations se sont additionnées et augmentées. Parce que ce que je voulais dire, M. Diaby, le mercure fait partie des métaux lourds. Ce qu'on appelle les éléments transmétalliques sont les métaux lourds, ne s'éliminent pas dans l'organisme. Il s'accumule, et quand il devient... Atteint un certain seuil, ils vont déclencher le processus. Ça veut dire que de 2013 à maintenant, on peut s'attendre dans des générations futures, dans 10 ans, 20 ans, où on peut commencer à subir les effets du mercure dans la chaîne alimentaire et donc sur la santé des Ivoiriens. Et depuis 2013 que vous l'avez signifié, qu'est-ce qui a été fait? Je pense que, au vu de ce que nous sommes en train de dire, pire, l'orpaillage s'est intensifié. On ne vous a pas écouté. On ne nous a pas écouté. Je peux dire qu'on ne nous a pas écouté parce que la question de l'orpaillage s'est intensifiée. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une lutte et de conseiller le ministère des Mines. Nous pensons arriver à la rationalisation. Je crois que le DG ne l'a pas dit, mais en 2013, il y avait un programme national de la rationalisation de l'orpaillage qui consistait à faire cette sensibilisation des populations pour l'élimination du mercure dans l'orpaillage, si cela devait être maintenu comme une activité au profit des communautés. Éliminer tout ce qu'il y a comme éléments toxiques qui sont utilisés dans la pratique de l'orpaillage. Mais aussi, au point des conséquences, mais vous avez vu tout le couvert végétal qu'on nous a présenté tout à l'heure, qui est détruit. Vous voyez, on fait la déforestation fait avancer la savane, et la savane détruite fait avancer aussi le désert. Donc on assiste à une désertification provoquée par la question de l'orpaillage sur notre écosystème. Sans oublier les formes de pollution sur les matrices environnementales, l'air, les sols et les eaux et la perte de la biodiversité. Donc il y a vraiment des conséquences dramatiques sur lesquelles il faut se pencher et il ne faut pas s'amuser avec ça. S'il faut la rationaliser, rationalisons-la en essayant de réglementer l'activité, définir des couloirs d'implantation de l'orpaillage et des personnes qui seront bien suivies par le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines, pour une bonne action. On ne peut pas empêcher les gens de s'approprier une richesse, mais il faut les encadrer et les orienter dans le bon sens. Monsieur le directeur général. Oui, je me rends compte que monsieur Yapo intervient toujours dans mon domaine. Non, vous rappelez tout ce que nous faisons au niveau des mines. En fait, il a rappelé beaucoup de choses que nous menons. Comme la rationalisation notamment. La rationalisation de l'orpaillage, c'est tout un programme. Mais votre question était spécifique. Elle parlait des conséquences de l'orpaillage. Voilà, donc moi, j'attendais qu'on revienne à ces aspects-là. Mais puisque on doit y aller maintenant, on va le faire. Oui, allez-y. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a parlé des causes de l'orpaillage. Et lorsqu'on est sorti de la crise au cours des années 2012, effectivement, un programme a été mis en place. Le ministère des Mines s'est saisi de la question de l'orpaillage clandestin, si vous voulez, de l'exploitation minière artisanale clandestine, illégale, à petite échelle. Donc, cette question-là a été traitée. On a mis en place ce programme-là auquel il faisait allusion tout à l'heure. C'est le PNRO, le programme de rationalisation de l'orpaillage au niveau national, qui se décline en plusieurs étapes. Alors, la première étape a consisté à faire donc, la cartographie de l'orpaillage telle qu'elle se présentait sur tout l'ensemble du territoire. Et les chiffres qui ont été avancés tout à l'heure, je voulais en mettre un bémol, c'est plutôt 29 sur 31 régions. Ah, voilà. C'est même plus. Donc, mais ça, c'était en 2012, encore une fois. Voilà. Donc, quand on a fait cette cartographie-là, donc l'orpaillage a été répertorié sur 29 régions de notre pays, sur 31. Et à partir de là, donc, s'est déployé le programme. On a cartographié les zones, on a caractérisé les différentes zones, on a su à peu près qui est l'orpailleur. C'est des gens qui viennent souvent de l'extérieur du pays, c'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des vieillards. On trouvait un peu de tout. Et à partir de là, les solutions ont commencé à se déployer sur le terrain. La sensibilisation a suivi. Je crois qu'avec la RTI même, on a eu à travailler avec vous donc pour faire de la sensibilisation sur le terrain. Ensuite, on a commencé à faire ce qu'on appelait le déguerpissement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est les deux aspects qu'on a essayé d'appliquer, le bâton et la carotte. Donc,
dans la foulée de 2014 jusqu'à 2018, il y a eu 5 opérations de déguerpissement sur le terrain qui ont été conduites par la gendarmerie nationale. Alors, ces résultats ont permis donc de contenir quelque peu le phénomène. Et à partir de 2018, on a inséré d'autres éléments dans la lutte, notamment avec la création de la brigade de répression, donc de toutes les infractions au code minier, y compris donc la question de l'orpaillage. Et récemment, et c'est le lieu de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a compris donc l'importance de mener ce combat. Je vois mon ami environnementaliste qui parle avec beaucoup de passion de la question de la pollution et tout cela. Nous en sommes parfaitement conscients au niveau du ministère des Mines et nous travaillons justement à faire en sorte que donc toutes sortes de pollution soient éliminées. Cette activité illégale et donc le programme vise à totalement éliminer l'orpaillage clandestin. Maintenant, on ne va pas anticiper sur les solutions. On avait parlé déjà des solutions. Je pense qu'on va attendre calmement qu'on y arrive tout doucement. Oui. D'accord. Voilà. Vous parliez aussi d'autres conséquences, M. Fanny? Bon, vraiment, au niveau des conséquences, il faut dire que la dégradation est grave. Mais sur les grands fleuves aussi, vous allez voir qu'il y a les dragues partout. Vous allez sur la zone de Soubré, mais je vous dis que c'est des centaines de dragues qui sont là. Mais on n'en parle pas. Eux, ils font quoi? Ils sont classés comme de l'orpaillage clandestin ou bien c'est les plus grands pollueurs de la nappe même, de l'eau. Parce que c'est eux qui utilisent tout ce qu'il y a comme produit toxique qui retombe dans l'eau. Vous me permettez, monsieur? Oui, allez-y. Pour compléter un peu ce que M. Fanny dit, effectivement, vous savez qu'il y a certaines localités où il y a des dragues, comme les dragues de sable ici, qui se mettent dans les lits des fleuves et qui draguent les fonds. Les fonds. Et vous voyez que quand on drague les fonds, vous voyez qu'en aval, tout doit être pollué. Et les conséquences, vous les connaissez. À Aboisseau, il y a 3 ans de cela, où la SODECI a fermé la station de production d'eau potable dans la région de Bianois et Aboisseau. Les gens, on les a assoiffés pendant un moment à cause de l'orpaillage, sur les conséquences. Aujourd'hui, mais je le dis, au-delà de cela, on le dit, c'est vrai, mais les conséquences peut être, la provenance de la source de pollution peut être lointaine. Dans nos frontières également, dans les zones frontalières, il y a des activités d'orpaillage qui sont menées aussi dans les pays étrangers, nos pays, nos voisins. Et l'onde de choc et dont les conséquences arrivent dans nos eaux et les eaux sont dégradées. Aujourd'hui, cette problématique se retrouve au niveau dans la région d'Aboisseau aujourd'hui. Donc, c'est une question sensible qui détruit vraiment les ressources en eau et qui nous amène à... Tout à fait, les poissons qui... Et j'ai une image très parlante pour voir la couleur du bandamant avant 2006 et la couleur du bandamment maintenant. Vous voyez, comme le disent les gens bien, il n'y a pas photo. Les eaux sont ocre complètement sur tous les fleuves. D'accord. Et les poissons meurent dans les cours d'eau pollués à cause des produits toxiques dont vous parlez. On note également que des forêts sont dévastées, des rivières détruites complètement, des populations menacées et contaminées, l'orpaillage illégal, principal fléau social, environnemental et sanitaire menaçant donc toute la Côte d'Ivoire. Et puis il y a aussi l'ignorance des impacts négatifs de l'orpaillage sur le milieu biophysique et humain. Voilà. Par la plupart des acteurs impliqués donc dans la filière. C'est ça. Effectivement, l'ignorance sur le milieu biophysique, parce que quand vous dégradez l'environnement, vous faites disparaître un certain nombre d'espèces. Oui. Et nous en perdons. C'est de cela. Et ces espèces, souvent, sont utiles pour l'agriculture. Ils sont utiles pour l'environnement, pour l'agriculture et pour nous-mêmes. Il y a des espèces végétales qui disparaissent, mais où est-ce que nous prenons les plantes pour nous soigner? Vous détruisez toute la flore, toute la faune. Donc on perd tous ces animaux, on perd toutes ces plantes-là, et demain nous sommes à la recherche d'autres... tout est dit que les services écosystémiques sont perdus à la base, avec la question de la dévastation des terres. Oui. En un mot, l'orpaillage clandestin menace la sécurité alimentaire. Oui, moi j'aimerais peut-être insister aussi sur les conséquences humaines. Oui. Parce que dans les zones d'orpaillage, on assiste au développement de la prostitution, malheureusement. Mais également, d'autres trafics se développent sur les sites d'orpaillage clandestin. Il faut aussi signaler aussi l'attrait de cette activité sur les élèves
qui souvent servent, comment on appelle, voilà, souvent les tâcherons. Ils abandonnent l'école. On peut abandonner l'école. Qui n'hésitent pas à laisser... qui laissent l'école pour... Donc ça également, ce sont des éléments vraiment à regarder de près. Et on la regarde comment? Oui. Mais je pense que, comme je l'ai dit, si véritablement on peut toujours mener une sensibilisation d'envergure, parce que nos populations, quand même, elles comprennent. Il y a beaucoup d'ignorance dans cette histoire-là. Donc, si on leur présente les conséquences de cette activité illégale, je pense que bon nombre d'orpailleurs, ceux qui ne sont pas, qu'on appelle trafiquants, ou comment on appelle, qui ne sont pas peut-être des malfaiteurs, bon nombre vont abandonner cette activité ou bien rentrer dans la légalité. Parce que lorsqu'on est dans la légalité, il y a un encadrement, il y a des normes de production, il y a un suivi de la part des services de l'État qui permet d'éviter tous ces travers que nous décrivons. Autre conséquence, oui, je voudrais ajouter quand même, au-delà de ce que le spécialiste en environnement a dit, également le responsable de l'agriculture a dit, et même M. Fanny, l'autre aspect, pour ce qui nous concerne au niveau des mines, c'est la perte de productivité. Hein? Vous voyez, les techniques qui sont utilisées par ces orpailleurs sont des techniques, on va dire, peu maîtrisées. Donc en réalité, là où on devrait avoir peut-être une certaine quantité d'or qui devait être récupérée, mais avec ces méthodes-là qui ne sont pas efficaces, on se retrouve peut-être avec des productivités très faibles. Il y a aussi des conflits. Donc ça, c'est des pertes énormes pour l'État. Pertes au niveau fiscal, au niveau de l'économie et tout cela. Je voudrais ajouter aussi que la question de l'orpaillage met à contribution 3 codes nationaux. Le code minier, le code de l'environnement, mais aussi le code foncier. Parce que c'est aussi source de conflits fonciers. Tout à fait. Il ne faut pas ça... Voilà. Les conflits de terrain dans les communautés rurales. Dans les communautés rurales, il y a beaucoup de conflits fonciers qui naissent de cette activité. C'est pratique de façon illégale et sur tout le territoire. Et on note aussi des tensions constantes entre orpailleurs venus d'ailleurs et les propriétaires terriens eux-mêmes aussi. Voilà. Oui. Malheureusement, en 2013, on se souvient tous d'Angbovia, où il y a eu des affrontements entre les orpailleurs et les agriculteurs, qui a malheureusement causé mort d'homme. Il y a eu 3 décès. Donc, il y a des lois, on peut, il suffit juste de vous contacter, vous, le ministère des Mines. Malheureusement, les orpailleurs clandestins, ils essaient de contourner ces lois. C'est parce que c'est contraignant, c'est parce que c'est difficile, c'est long, c'est fastidieux. Qu'est-ce qui les pousse à ne pas vouloir entrer dans la légalité? Très bonne question, M. Diaby. Malheureusement, il n'y a pas d'orpailleurs clandestins parmi nous. Pour y répondre. Pour y répondre. Mais pour ma part, je dirais que tout à l'heure, j'ai développé en parlant du programme national de rationalisation de l'orpaillage. L'indépendant de ce programme, justement, c'est ce qu'on a appelé la formalisation. Alors, après avoir fait le déguerpissement et tout cela, il est question maintenant d'installer des opérateurs qui veulent bien s'installer en respectant nos textes. Je comprends un peu la préoccupation qui dit que souvent, qui tend à dire que les conditions sont trop draconiennes. On dit que c'est long. Voilà, mais tout à l'heure, dans les échanges, vous avez vu qu'on a dit que cette activité est source de beaucoup de conflits. Alors imaginez qu'on vienne, on fait le déguerpissement, qu'on autorise des gens sans prendre le minimum de précaution. C'est de cela qu'il s'agit. Quand vous autorisez des gens sur un site et que vous n'avez pas pris la peine de faire en sorte que tous ceux qui ont des droits sur ces sites-là soient consultés et donnent leur avis, vous créez d'autres problèmes en aval. Il y en a qui disent c'est pour éviter cela que dans les conditions d'octroi des autorisations, il est prévu de recueillir les avis du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et tout ce qui gère le foncier rural et tout cela pour s'assurer qu'on ne vienne pas pour créer d'autres conflits, pour compliquer encore une situation qui est déjà... C'est ce qui explique que c'est long souvent d'avoir des permis? Non. Parce qu'il y a ça, il y a la durée, on dit que c'est long, on dit que c'est difficile. Et puis, il y en a aussi, par contre, qui ont des permis qui sont arrivés à échéance et qui, malheureusement, continuent d'opérer. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas rentrer dans la légalité. C'est comme ça. Vous trouverez dans notre pays des personnes qui n'aiment pas faire les choses correctement. Correct. Ça existe. Il y a ce cas-là. Mais par contre, il y a des gens qui essayent de rentrer dans la légalité, mais au premier obstacle,
Ils se rebiffent. Ils relâchent. Voilà. Et c'est la voie de la facilité, en fait. Voilà. On s'est dit, mais pourquoi aller se conformer là où je peux facilement m'entendre avec des personnes pour aller extraire nuitamment? Bon, moi, en tant que structure syndicale, moi, j'ai beaucoup d'orpailleurs qui ne sont pas clandestins, qui, dans le temps, ont fonctionné dans la clandestinité, mais qui ont accepté de se mettre en conformité. Ah, vous en avez avec vous? Oui, des suffisamment repentis? même. Suffisamment même. D'accord. Et je peux dire au moins que nous avons aujourd'hui plus de 70% de ces orpailleurs qui ont adhéré au syndicat. Parce que nous, on avait commencé à suivre avec la répression pour que véritablement tous les sites, puisque nous sommes aujourd'hui représentés un peu partout, à suivre tous les sites qui étaient vraiment infectés. Nous avons été confrontés à 3 phénomènes. Un, on nous empêchait vraiment de faire notre boulot sur le terrain parce qu'on voulait vérifier si les gens étaient en conformité avec le code. Qui vous empêchait? Bon, on nous a empêchés. Le jour que nous allons écrire bientôt au Conseil national de sécurité pour pouvoir communiquer avec eux, c'est là-bas que nous allons déposer le dossier. Comme c'est le chef de l'État même qui gère là-bas, ils sauront. Parce que les causes, il y a aussi tout. Mais la nation vous suit, le chef de l'État aussi. Oui. Qui vous a empêché? Non, je dis que nous allons chercher à communiquer avec le Conseil national de sécurité. Nous sommes D'accord, allez-y. observateurs, nous sommes aussi. Il ne faut pas dire des trucs pour lui dire. D'accord. Nous venons, nous avons des preuves. Il y a des gens qui ont des films, il y a des gens qui ont des déclarations. Nous ne mouillons personne. Mais nous disons que si vraiment on veut régler le problème de l'orpaillage, c'est la même chose. Il faut s'attaquer à nos parents. C'est à eux d'abord il faut sensibiliser. Les amener à comprendre que cette destruction-là, ça ne les arrange pas eux-mêmes. Ouais. Donc c'est ce que nous faisons sur le sol. D'accord. Et deuxièmement, il faut les amener à comprendre qu'eux aussi, ils peuvent demander l'autorisation pour pouvoir faire l'extraction de leur sol. Ils seront mieux faire que les autres qui viennent partir. Troisièmement, il faudrait que le ministère des Mines accepte d'accompagner aussi. Parce que régulièrement, sur tout le couvert national... On va y revenir. Vous êtes en train de parler de... Voilà. Je me sens interpellé. Et vous allez répondre. Quand on demande à ce que le ministère des Mines accepte d'accompagner, je me sens interpellé. Vous allez... Cela veut dire que nous, on refuse d'accompagner Vous avez une fois demandé que le ministère vous accompagne et cela ne vous a pas été accordé. Tout récemment, en février, oui. Nous avions lancé le premier colloque sur... Le directeur était là. Ayam Sokro. Ayam Sokro. Oui. Mais la direction des mines y était aussi. Il a fallu que nous partions rencontrer le ministre. Mais la direction des mines y était. Nous allons y revenir. Je vous dis, il a fallu qu'on bataille dur. Si vous voulez entendre, on entend. Maintenant, on a demandé, on n'a pas eu d'appui. C'est nous-mêmes qui avons organisé et ça s'est bien passé. Ça va venir. Nous y étions présents, monsieur le Président. Mais ce que je voudrais dire, quand les gens sont dans la clandestinité, je pense que c'est de l'ignorance totale. Merci. Parce que quand vous exercez une activité en toute légalité, vous êtes serein. Et ça vous permet de mieux produire. Oui. Que de vous voir tout le temps en train de courir à gauche, à droite, parce que tous les matins, il y a une brigade derrière vous. Mais rentrez dans la légalité. Alors, et les orpailleurs clandestins à col blanc? À col blanc, je ne parle même pas des tout petits là. Oui. Les grands là, on nous dit qu'il y en a beaucoup dans l'administration qui malheureusement sont les grosses têtes de ce phénomène. Vous en avez entendu parler, monsieur le directeur général? Pour ma part, on entend souvent des choses. Ces propos-là nous remontent souvent à notre niveau. Mais je dois dire, pour ma part, le message que je fais passer à mes collaborateurs, c'est de travailler dans le respect des règles de l'art. Et je dois préciser que l'ensemble de nos techniciens et ingénieurs a prêté serment. Tout le monde a prêté serment, y compris moi-même. Nous sommes donc des officiers de police judiciaire. Nous sommes supposés faire notre travail en toute conscience professionnelle. Et jusque-là, vous n'avez encore pris personne? Nous avons nos mécanismes de contrôle en interne. Oui. Vous le savez, il y a des brebis galeuses un peu partout. Voilà, il y en a un peu partout. Et à chaque fois que quelqu'un se fait prendre, alors il répond de ses actes devant les instances compétentes en la matière. Oui. Nous avons l'inspectorat général en interne qui peut faire des enquêtes. Et je vous dis, on a eu à sanctionner des gens. Tout à fait. D'accord. Vous avez eu à sanctionner. Ça veut dire quoi? En votre sein, vous-même, au ministère des Mines, il peut arriver que... Sur le terrain, il y a des personnes de l'administration. J'ai entendu parler de préfets qui seraient même impliqués, de forces de l'ordre aussi. Vous en avez entendu parler, M. Nguessan? Bon, on entend beaucoup de choses, mais
quand on n'a pas de preuves, je pense qu'il ne faut pas trop... Est-ce que vous partez à la recherche de preuves? S'avancer. Est-ce que vous... Bon, je dis que nous, ministères, ce n'est pas tellement... votre rôle, c'est vrai, mais en tant qu'État, parce qu'ici, j'ai 3 personnes qui représentent l'État. J'étais en train de le dire, hein. Chez nous, des enquêtes sont menées. Le suivi est fait. Nous avons notre brigade qui fait du renseignement également. Tout à fait. Donc, voilà, si quelqu'un se fait prendre, comme je l'ai dit, je me répète peut-être, il va répondre de ses actes. Oui, mais ça vous a revenu sur cette question des orpailleurs à col blanc, comme le dit si bien. Allez-y. Mais vous savez que partout où il y a de l'argent, il y a toujours des complicités et cela peut exister. Mais il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et durement. Bien sûr, oui. Parce que nous, lorsque nous avons fait l'étude sur les sites d'orpaillage avec les enquêtes, quels sont les acteurs qui sont sur les sites d'orpaillage? Il y a les propriétaires terriens, il y a aussi les propriétaires des sites, et puis maintenant, tous les travailleurs sur le site. Mais les propriétaires des sites, c'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires qui viennent négocier l'espace avec le propriétaire terrien, qui peut-être achète le site, ou bien le loue, et vient implanter tout le système d'exploitation minière. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ne sont jamais sur le terrain, ils sont ailleurs. Et c'est eux qui investissent. Parce que quand vous partez sur un site d'orpaillage, tous les concasseurs, les concasseurs, toutes les machines qui permettent de draguer le sol, de concasser, ainsi de suite, ça ne s'achète pas à 10 francs. C'est des investissements lourds qui sont faits sur ces sites et ce sont des hommes d'affaires qui le font. Et ça m'amène à vous demander, on parlait tout à l'heure de non-nationaux, vous parliez de personnes venues de la CEDEAO, mais d'ailleurs on parle d'autres continents, de personnes venues d'autres continents qui viennent exploiter notre sous-sol. Et qui viennent financer, contribuer donc à l'implantation de Alors vous êtes au courant de ce fait? Oui, avec les enquêtes que nous avons faites, il y a eu, bien sûr, mais on ne les connaît pas. Ils ne sont pas sur le site. C'est-à-dire qu'ils ont des représentants sur le site, mais on ne les verra jamais. Pour ma part, je peux confirmer qu'effectivement, notre brigade a eu à arrêter carrément des citoyens venus de certaines contrées, on ne va pas les désigner sur ce plateau, mais il y en a eu. Il y a eu effectivement des arrestations en bonne et due forme. Les gens ont été reconduits à la frontière. Et le GS-là également. Mais quand on les arrête, si on les reconduit à la frontière, ils vont revenir. Est-ce qu'il ne faut pas des sanctions plus dures, parce que si c'est juste pour les ramener, ben ils vont revenir ou ils vont renvoyer. Pas seulement renvoyer à la frontière. Ah d'accord. Ça fait partie des sanctions. D'accord. Donc, entre autres, il y a également, vous faites l'objet d'un jugement. Si vous êtes jugé coupable, vous devez faire face donc à vos responsabilités. L'orpaillage illégal est donc puni par la loi. Voilà, ça peut aller à des amendes très élevées. Et même l'emprisonnement. Voilà. Oui. Effectivement, il y a des arrestations, mais c'est souvent par rapport à certaines délations. Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai mon numéro 2, qui, dans le temps, était orpailleur, qui, il y a 2 semaines, a été arrêté à son domicile par GES-Loi. J'appelle le colonel. Je dis, mais attention, mon colonel, celui que vous arrêtez là, c'est mon numéro 2. Et ce GES-Loi c'est ce que nous avons mené comme activité ensemble sur le terrain. Mais celui qui a contribué le plus à nous accompagner, ça, c'est le monsieur là. Ben, l'arrestation, c'est pourquoi? Parce qu'il continue... le colonel m'a dit que, après investigation, il a été dit qu'il continue l'orpaillage clandestin. Mais sur quelles preuves? Nous, on n'a pas les preuves. Peut-être qu'ils les ont, les preuves. Non. Moi, je vous dis, nous sommes dans le milieu, nous n'avons pas envie de devenir très bavard. D'accord. Parce que si je veux mettre les 2 pieds dans le plat, peut-être que je ne vais même pas vivre 48 heures. Hein. Il y aura de problème. Non, je vous le dis. Hein, monsieur, donc, ne m'amenez pas à Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd en termes de tonnage? Alors, sur cette question, tout à l'heure, dans votre élément qui est passé, j'ai pris quelques notes. 500 milliards. On a parlé de 600 milliards. 500 milliards, pardon. 2006 à 2016. Voilà, entre 2006 Vous confirmez ce chiffre? Alors, je ne peux pas confirmer ce chiffre à mon niveau parce que nous, au niveau du ministère, nous menons des études pour essayer de maîtriser le phénomène. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore obtenu ce genre de chiffres-là. On entend, encore une fois, des chiffres qui sont énoncés de part et d'autre, mais la fiabilité de ces chiffres-là pose un peu problème. Mais on est conscient qu'il y a des pertes, ça c'est clair. Il y a des pertes. D'énormes pertes, les recettes fiscales par exemple. De quel ordre? D'accord.
Là reste maintenant la problématique. Oui, en effet, je voudrais, sous, sous le témoin du président, nous étions à Yamoussoukro, en pleine séance de travail, où on évaluait la perte économique subie par l'État de Côte d'Ivoire sur la question de l'orpaillage. Et on a avancé ce chiffre. Et je me souviens, il y a un président de région qui s'est levé, qui est chef de site d'orpaillage, qui disait que vous n'avez pas les vrais chiffres. Parce que moi, dans ma localité, dans ma seule localité, on avoisine ce chiffre. On dépasse plus que ce que vous êtes en train de nous élever, de nous dire, monsieur. Sur 10 ans. Wow. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne évaluation. Nous souhaitons que vous venez nous accompagner vraiment dans la légalité pour que l'État gagne. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur. Beaucoup d'argent et ça fait le bonheur de beaucoup de gens. Mais la première difficulté, c'est que la loi même ivoirienne interdit à celui qui a un permis d'achat d'acheter cet or-là. Alors qu'on pouvait créer les conditions pour que même si... Les solutions. On en vient. On va d'abord écouter les populations. On va d'abord écouter les Ivoiriens. Astou Touré a promené son micro dans les rues d'Abidjan. Elle a posé la question comme ça aux populations. On va les écouter. L'orpaillage clandestin en lui-même, c'est quelque chose qui nuit déjà même à la jeunesse ivoirienne. S'il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont obligés d'abord de se prendre en charge eux-mêmes. Vu la circonstance, ce n'est pas suffisant. Donc ils sont obligés, je peux dire en griffe, de pouvoir, comme on dit dans notre jargon, créer chair sur os. Quand on parle de clandestin, c'est quelque chose qui est caché. Voilà, donc quand on découvre, voilà, ce que nous on peut dire pour le moment, c'est que l'État peut aider ces orpailleurs-là à faire tous les papiers, payer les taxes, les impôts. En tout cas, c'est de l'argent que l'État aussi va gagner. Et puis bon, les jeunes vont avoir de l'emploi et vont commencer à travailler pour qu'ils puissent aussi se prendre en charge, puisque nous sommes dans un gouvernement de solidarité. Voilà, donc il faut être solidaire. On doit les assister, on doit les aider. Avec les engins qu'ils disposent, il faut reconnaître que c'est des personnes qui veulent faire du sérieux. Vous savez combien coûtent ces engins-là? Donc ceux-là, voilà ce que moi je propose à l'État, c'est de les organiser, les sensibiliser et les former. Parce que sans formation, tu ne peux pas aboutir à ce que tu veux. L'orpaillage d'abord, c'est un secteur vraiment, s'il est bien exploité, qui peut rapporter beaucoup à l'État et à la population. Et quand on parle d'orpaillage clandestin, il faut croire que quand les gens ils extraient l'or sans l'accord de l'État ou sans l'appui de l'État, ça crée une défaillance. Du coup, moi je propose que l'État crée une structure de formation d'abord pour ces personnes-là et qu'ils arrivent à connaître plus le milieu. En contrepartie, ils auront un certificat qui leur permettront de pouvoir exploiter l'or et d'avoir un accord, un pourcentage aussi avec l'État pourra avoir un pourcentage sur l'orpaillage. Je pense que l'État ne doit pas aller directement en fait, à l'encontre de ces orpailleurs-là clandestins, mais plutôt les aider à revenir dans l'état régulier en fait, à être en règle. Donc peut-être leur accorder des certificats pour pouvoir faire leur activité librement, parce que c'est de ça qu'ils vivent en fait. La clandestinité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas légal. Et ce n'est pas normal de faire cela, parce que l'État doit veiller à cela. Et aussi l'environnement, ça détruit l'environnement. Parce que quand les gens s'en vont, la terre est détruite, on ne peut rien faire, on ne peut pas cultiver la terre. Donc vraiment, moi je trouve que ce n'est pas légal et l'État doit veiller sur ça. Parce qu'il y a des pertes en vie, parce que souvent même là, ceux même qui vont pour la clandestinité, souvent ils meurent là-bas, ils meurent dans les éboues là-bas, et puis il y a les écoulements. Donc vraiment, je pense que vraiment ça détruit même la population. Si moi je trouvais un réseau pour aller faire ça là-bas, il y a pas de faire. Parce que l'argent ils gagnent là-bas. Là. C'est pas petit. Pourquoi on dit c'est clandestin? C'est parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Eux aussi, ils veulent prendre dedans aussi. Mais les gens, eux, ils vont faire comment? Eux, ils n'ont plus rien. Ceux qui font ça, c'est sur leur terre. Ou bien, c'est là-bas ils habitent, c'est là-bas ils ont vécu, c'est là-bas ils sont nés. Les gens ne vont pas arrêter. Les gens ont besoin d'argent. Moi, je trouve que pour pouvoir les aider et puis arrêter ça, là, il faut trouver des mesures d'accompagnement précises, c'est-à-dire les aider pour qu'ils puissent aussi s'en sortir. Et puis, ils vont reverser des trucs. Monsieur le directeur général des mines, Monsieur Koulibaly, comment lutter contre l'orpaillage clandestin? Alors, sur la question, je dois dire que le ministère des Mines, et je me répète encore, depuis 2012 pratiquement ne fait que cela. Au jour le jour, j'ai parlé du programme qu'on a mis en place
Et dans ce programme, il y a toute une pléiade d'actions qui sont menées au quotidien. Peut-être que nous ne communiquons pas suffisamment, mais même la question de formation dont on a parlé, c'est une question qui est traitée. Dans le cadre de ce programme-là, on a installé des chantiers écoles. Des chantiers écoles Voilà, pour aider à la formation. Qui ont permis de former donc, des jeunes des zones d'exploitation. Des artisans miniers. Des artisans miniers aux meilleures techniques d'exploitation. Donc ce travail a été fait. On continue sur le terrain, la sensibilisation continue. Et aujourd'hui, la question même de comment est-ce qu'on organise cette filière-là se pose. Et nous avons notre petite idée. Aujourd'hui, on est pratiquement dans cette logique-là de création de loi. C'est prévu même par la loi. Monsieur Diaby, c'est prévu par la loi que l'activité d'exploitation minière artisanale et à petite échelle se déroule uniquement à l'intérieur de zones dédiées à cet effet. Et c'est ce qui est la politique du gouvernement à la date d'aujourd'hui. Un décret en cours qui va être pris très bientôt, qui va nous permettre donc de déployer cela sur le terrain. Mais en attendant, si vous regardez notre cadastre minier, aujourd'hui, la plupart des autorisations qui sont demandées, on fait l'effort de les regrouper dans des zones qui vont, à terme, faire l'objet de ces couloirs-là pour éviter que donc, cette activité ne se pratique n'importe comment et à n'importe quelle condition. Voilà. Et en 2018, on a noté la création d'une brigade de répression, le BRICM, la brigade... La BRICM, j'en ai parlé déjà. Oh, elle a été créée, composée donc de gendarmes. J'avais envie de demander, après 5 ans d'existence, quels résultats on a pu obtenir? Alors, la brigade a fait du travail formidable. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis du ministère que je le dis. La brigade nous a aidés donc à combattre le phénomène d'orpaillage clandestin sur le terrain. Quelqu'un avait l'habitude de dire que pour mieux combattre l'orpaillage, il faut toucher à la poche de ceux qui sont derrière. Tout à l'heure, on a parlé d'orpailleurs à col blanc. C'est ceux-là qu'il faut toucher. C'est eux qui financent par derrière. Comment on touche à ceux-là? Et c'est ce que la brigade avait commencé à faire. Saisir les équipements et puis les déposséder de tout le matériel qui a servi à commettre l'acte répréhensible, les vendre au profit de l'État. Ça a été fait par la brigade, donc comme je l'ai dit, qui a fait vraiment du bon travail. Après la brigade, maintenant, je l'ai dit encore, le président de la République s'est lui-même saisi de la question en créant au niveau du Conseil national de sécurité, voilà, ce qu'on appelle le GS-Loi, le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, qui également fait du bon travail sur le terrain. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment, mais la semaine dernière, le chef de cette unité-là a fait un bilan de l'action qui est menée sur le terrain. Il y a eu 800 sites qui ont été démantelés. Et je vous dis, les retours que nous recevons sont très, très positifs sur le terrain. Et je voulais mettre un bémol à ce qui a été dit tantôt, dire que l'activité d'orpaillage ne fait que croître. Attention, je pense qu'on est en train de contenir le phénomène de plus en plus avec l'arrivée du GS-Loi. Et ça, il faut le dire. Très bien. Est-ce que la répression, c'est le meilleur choix? Non, justement, la répression n'est pas la seule voie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la carotte et le bâton. La répression, c'est l'aspect du bâton. Mais maintenant, il faut regarder le phénomène autrement. J'ai parlé de formation, d'encadrement, sensibilisation et création de couloirs à l'intérieur desquels les opérateurs vont être installés et l'activité va se dérouler uniquement à l'intérieur de ces zones, ce qui va permettre un meilleur contrôle. Tout à fait. Voilà. Vos solutions? Bien. Moi, très rapidement. Très rapidement, je demanderai d'abord au ministère des Mines de vider un peu le cadastre minier. Il y a des permis, des demandes qui sont là-bas depuis plus de 10 ans, 15 ans, mais qui sont encore sur l'écran. Alors qu'il y a des demandes qui peuvent se faire par ces mêmes gens pour pouvoir travailler légalement. Quand le cadran est saturé et qu'on ne peut pas, c'est là qu'on attend les couloirs pour créer les couloirs, pour faire le travail. Alors que si ces sites qui sont occupés, demain, là, on ne peut rien faire. Vous prenez le cadastre minier, vous regardez, vous allez voir qu'il y a des demandes depuis 2014, 2013, 2012 qui sont encore à l'écran. Et pourquoi? Donc là aussi, il faut le nettoyer. Deuxièmement, il faut permettre aux structures coopératives qui sont en train d'être créées
qui sont dans leur village, dans leur localité, de pouvoir bénéficier des surfaces dans les zones. Donc, il suffit qu'ils fassent la demande. La loi interdit à une société qui a un permis de recherche de céder une partie à une personne quelconque. Mais on peut avoir discuté avec ces gens de société qui sont d'accord pour céder, mais il faudrait que le ministère soit partie prenante de là. Donc, qu'est-ce que nous demandons au ministère? S'ils peuvent accepter des discussions avec ces gens-là, s'ils valident, qu'on puisse valider les surfaces qui sont dans les zones. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, de Lafigué. Lafigué, c'est un village qui va disparaître bientôt parce que la zone est déjà... Comment vous pouvez dire ça? Mais je vous le dis, parce que le sous-sol là-bas est très riche. Aujourd'hui, ils ont déjà des permis d'extraction. Donc, ce village-là, ils vont aller, ils vont le prendre. Je prends par exemple le cas de Floleux à Zoaonien. En 2014, moi, je me suis rendu là-bas, j'ai demandé aux villageois de se mettre en coopérative pour qu'ils puissent éviter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, là, quelle est la réalité? La mine a pris tout partout jusqu'à ce parti. Autre solution, dernière. Donc, ce que je demande encore, c'est vraiment de permettre l'obtention de permis à tous ceux qui vont se mettre en structure coopérative dans les villages. Mais s'ils en font la demande régulièrement, il leur non, sera... je le dis devant le directeur, s'il me dit devant la nation qui nous reçoit. Moi, nous sommes actuellement aujourd'hui en train de finaliser avec 100 coopératives dans les différentes régions. On va prendre les dossiers groupés, nous allons venir avec. Ayez les documents qu'il faut, et puis je suis sûr que tout va bien se passer. Monsieur Osei Yapo, sous-directeur donc du SIAPOL, allez-y, vos propositions de solutions. Nos propositions, je voudrais vous dire merci pour ça, parce qu'il y a un concept de la petite mine qui chavote de tout le monde. Parce que la question de l'orpaillage n'est pas propre à la Côte d'Ivoire seule, hein. Elle est presque internationale. Bien sûr. Et aujourd'hui, le concept, c'est de faire la promotion de l'exploitation minière artisanale à petite échelle, qu'on appelle l'EMAP. C'est une industrie, une petite industrie minière locale. Et il y a tout un encadrement qui peut se faire de concert avec le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre, mais les eaux et forêts. Donc, il faut encadrer cette activité. C'est ce qu'on appelle l'EMAP. Et c'est un concept nouveau. Il y a des ONG au plan international qui encadrent et il y en a. Aujourd'hui, dans nos enquêtes, nous avons constaté qu'au nord, il y a les ONG qui encadrent certaines coopératives de mines et à rentrer dans la légalité et à faire des activités qui nuisent moins à l'environnement. Donc, exploitation de l'or sans produits toxiques, avec des coopératives associées à des maraîchers, ainsi de suite. Et c'est formidable à regarder. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la petite mine est une aubaine. Et les exploitations minières artisanales à petite échelle constituent pour nous une opportunité de développement importante qui peut contribuer directement à améliorer les conditions de pauvreté et de développement régional. Et pour éviter... Bien qu'il existe de nombreux problèmes sociaux et environnementaux dans le secteur, il y a aussi une opportunité réelle de transformer les richesses minérales et en développement rural. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aider les orpailleurs à tirer le meilleur profit de cette opportunité en les informant. Tout à l'heure, on a écouté dans le documentaire, les informer, les organiser, il leur permet de mener en toute légalité cette activité. Oui. Je vais finir pour dire qu'il y a des exemples ailleurs, en Ouganda, très rapidement, oui. En Ouganda, au Rwanda, dans d'autres pays, où c'est bien encadré et les gens peuvent exploiter sur un espace de 10 mètres sur 10 mètres, ça fait 100 mètres carrés, fait une exploitation minière artisanale avec des retombées assez conséquentes. Pour l'État et pour eux-mêmes. Ces exemples existent dans le cas, je pense qu'il faut le faire et il faut accompagner. Et l'État de Côte d'Ivoire a aussi un règlement, il suffit juste que nos respecter la réglementation. Voilà, et puis en faire la demande, et puis c'est parti. Monsieur le représentant du ministère d'État, ministère de l'Agriculture. Oui, alors, je pense qu'on peut, comme solution, il faut quand même une gestion participative avec les populations. Il faut continuer à discuter avec la population et mettre en place des mécanismes qui les impliquent. Il faut également poursuivre la sensibilisation parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'ignorance. Et indiquer aux orpailleurs qu'il existe des techniques de production sans usage de mercure qui leur sont profitables et qui sont beaucoup plus rentables. Donc il faut qu'ils aient accès à toutes ces informations.
Je pense également aussi qu'il faut lutter contre tous les réseaux qu'on appelle illicites de fourniture de mercure. Parce que le mercure aussi, le trafic de mercure est qu'on appelle à la base de ce phénomène, parce que qu'on appelle, ça ne coûte pas trop cher, donc c'est facile de s'en procurer. Et comme les autres l'ont dit, il faut aussi de la formation, mais également un accompagnement technique. Et les chantiers écoles existent déjà. Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on prévoit comme solution existe ou est en voie d'exister, et donc il faut juste... amplifier, que la population ait l'information et qu'elle sache où s'adresser. D'accord, merci. Monsieur le directeur général, un dernier mot pour rassurer les populations, pour rassurer les agriculteurs miniers, pour rassurer tous ceux qui ont envie de... Alors, je voudrais me tourner vers M. Fanny. Je vous regarde, monsieur. Pour le rassurer. Voilà, rassurer. Et en la matière, M. Fanny, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Vous savez que dans votre profession, à part votre syndicat, il y a encore d'autres groupements professionnels. Alors, donc, nos bureaux ne sont pas fermés. On reçoit les syndicats, les groupements professionnels à tout moment. Vous avez un objectif commun? Ouverts, nous avons le même objectif, c'est de condamner cette activité illégale, de faire en sorte qu'on puisse quitter l'illégalité pour venir dans la légalité au profit de tout le monde. Et justement, le bout du tunnel n'est plus très loin. N'est plus très loin, voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Diaby. Merci. Vous, le SIAPOL, vous êtes chargé du ministère de l'Environnement, vous êtes le service technique du ministère de l'Environnement, mais vous n'avez même pas de laboratoire, ils n'en ont même pas. Depuis 2011, est-ce que vous dites que vous faites des analyses? Comment vous les faites? Vous n'avez rien? Non, non. Vous avez réhabilité le laboratoire? Avant d'arriver à la réponse à cette question, je voudrais dire que le ministère de l'Environnement, de par sa contribution, demande à ce que dans l'accompagnement, qu'on puisse respecter la réglementation environnementale. C'est pas le Code de l'environnement, dans son article 39, déjà institue ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social, sur tout projet de développement. Et dans l'article 41, donne les directives qui nous permettent de développer un plan de gestion environnementale qui pourra accompagner cette activité. Pour revenir maintenant au SIAPOL qui n'a pas de laboratoire. Vous en avez un? Vous avez réhabilité? Nous avons un laboratoire qui a existé jusqu'à la crise de 2010, qui a été détruit et qui n'a pas été réhabilité. Cela ne veut pas dire que nous ne remplissons pas notre mission. Non, cela ne veut pas dire que nous ne remplissons pas notre mission. Non, vous remplissez, vous le remplississez difficilement, non? En le disant à l'antenne, mais il faut le dire, l'État, les membres du gouvernement sont... L'État réhabilite. Voilà. Merci, monsieur Yapo. Et ça, nous sommes fortement demandeurs de la réhabilitation du laboratoire du SIAPOL, qui est un outil d'investigation et d'accompagnement de la mission du SIAPOL. Merci. Voilà. Monsieur Diaby, il faut terminer par dire que l'orpaillage représente une opportunité. Donc, on doit pouvoir s'appuyer sur cela pour faire en sorte que ça puisse profiter véritablement à notre pays. Merci, monsieur. Merci aussi les associations, afin qu'ils puissent continuer leur mission. Merci beaucoup. Une phrase. Diversifier les sources de revenus, donc dire aux agriculteurs, ne cédez pas tous vos sites à l'orpaillage, réservez une partie pour l'agriculture. L'agriculture permet de nourrir la population et c'est beaucoup plus durable. Et une bonne répartition de la manne minière aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Éradiquer l'orpaillage clandestin, c'est donc un impératif absolu pour l'État de Côte d'Ivoire. Cette lutte passe par la répression des infractions au code minier, mais aussi par la sensibilisation des communautés sur les dangers du phénomène, parce que c'est sûr, il existe de réels dangers, notamment sur la santé des personnes, sur l'environnement, sur la sécurité alimentaire. Une prise de conscience s'impose donc. En attendant, l'État fait ce qu'il a à faire. Merci au ministère des Mines à travers le directeur général Ibrahim Koulibaly. Merci au ministère de l'Agriculture qui nous a envoyé M. Nguessan Rodrigue. Merci au ministère de l'Environnement qui nous a envoyé le sous-directeur du SIAPOL, M. Ossé Yapo. Vous êtes sous-directeur depuis 10 ans quand même. Oui. D'accord. Oui, mais je suis sous-directeur depuis 10 ans. Oui. Mais je pense que je tiens la route. D'accord.
C'était pas à cela que je faisais allusion, c'était pour dire que je vous sais dans cette fonction depuis assez bien longtemps. Et grand merci aussi à monsieur Fani Ibrahima, président donc du syndicat Idrissa. Ibrahima, c'est monsieur Koulibaly. Fani Idrissa, donc président du syndicat national des agriculteurs miniers. Bon retour chez vous. Bon retour chez vous. Grand merci aussi à l'équipe qui m'accompagne ce soir. Baker, Arlène Pouka, Timothy Mongbe, Aurélia Drocola, Touré, la chef des éditions, le tout chapeauté par Delphine Gla. C'était le débat. À bientôt pour une autre édition. Bonsoir. Bonsoir.